Bonjour, ici Nancy pour Au-delà des mots. Aujourd'hui, nous avons une femme formidable, remplie d'histoire, qui a rencontré le coach de sa vie. Restez avec nous. Bonjour Muriel. Vraiment merci de te prêter, comme je pourrais dire, au jeu. Comme je mentionnais dans l'intro tantôt, tu es une femme avec plein d'histoires. Je t'avais mentionné au téléphone que j'avais l'impression qu'il y avait plus d'une personne à l'intérieur de toi. Et puis, mais pour commencer, je voulais surtout savoir un peu de où vient Muriel. Alors, écoute Nancy, je ne sais pas si tu as une journée. En fait, je suis née au Sénégal, à Dakar. Mm-hmm. Et mes parents sont venus trouver du travail au Canada. D'accord. Ils en ont trouvé à Alma. Au Saguenay. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Wow, OK. Juste pour te dire, tu n'as pas l'accent du Saguenay. Ah, ça dépend. Ah oui, ça okay. dépend. Je peux le prendre bien facilement. Donc, tu es arrivée au Saguenay vers quel âge? Je devais avoir environ deux ans et demi. On est resté quelques années. Je pense que je suis... en fait, la famille a déménagé sur la rive sud de Montréal. Je devais avoir autour de 5 ans. Et puis, comment décrirais-tu ton enfance, justement, là, le fait de t'en venir ici, au Québec, de venir après ça sur la rive sud? Comment tu pourrais décrire un peu ton enfance? Les souvenirs que j'ai toujours voulu garder, c'est une enfance joyeuse. D'accord. Oui, je décrirais... mes parents étaient deux professionnels, donc... c'est des personnes travaillantes pour qui la carrière est importante. L'intégration à la communauté est importante. Donc, très tôt, les cabanes à sucre, patins à glace dehors dans les parcs, tout ce qui est hiver, bref, toutes les activités que les jeunes font ici, nos parents vraiment nous inscrivaient à ces activités-là. Donc, tu mentionnes, vers l'âge de 5 ans, tu es arrivée sur la Rive-Sud. Oui. Donc, on peut dire à ce moment-là, tu as fait toute ton année scolaire sur la Rive-Sud? Oui. Et puis, comment ça a été à l'école pour toi? Nos parents nous avaient inscrits dans une école chrétienne. Mais est-ce que vous étiez chrétien? On n'était pas chrétiens, on ne parlait jamais d'église de Jésus. Non, il n'y avait pas d'atmosphère. Cette atmosphère-là ne faisait pas partie de mon enfance. Mais est-ce que tu sais, si vous n'étiez pas chrétien encore à l'époque, est-ce que tes parents t'ont déjà mentionné le pourquoi que tu t'avais inscrit dans une école chrétienne? Oui, j'ai posé la question à ma mère il y a quelque temps et elle m'a dit qu'elle cherchait une école de bonne réputation. Et elle avait essayé l'école privée avec mon frère et moi, puis apparemment, ça n'avait pas marché. On n'a pas pu s'adapter. Donc, une autre collègue lui a dit que ses enfants étaient à cette école-là et c'est là qu'on a été inscrites. Mon premier contact, d'une certaine façon, avec, je dirais, le monde spirituel, je vais appeler ça comme ça, c'est quand j'avais 6 ans. Okay. J'ai commencé à parler avec peut-être un ami imaginaire et j'ai commencé à m'adresser à lui. Okay. Plus tard, cet ami imaginaire est resté et j'ai commencé... il y a une soif qui était là, par contre. Okay. Il y avait une soif de connaître, une soif de savoir qu'est-ce qu'on fait sur Terre, qu'est-ce qui va arriver après la mort, pourquoi la vie. Je me suis posé des questions très, très jeune. Mais dire que j'identifiais Jésus, j'en avais déjà entendu parler, mais dire que je l'identifiais à une religion, le concept de religion était flou dans ma tête. Puis dis-moi, parce que ce qui me retient quand tu me parles comme ça, c'est que tu me dis qu'à 6 ans, tu as comme débuté à avoir comme un ami imaginaire, une personne à qui tu parlais. Pourquoi 6 ans? À 6 ans, j'ai été agressée sexuellement. Alors, je ne peux que me dire que ça devait être pour ça que j'ai eu un ami imaginaire qui m'a... Un confident, effectivement. Parce que je me suis posé des questions plus tard, pourquoi est-ce que j'en ai pas parlé, qu'est-ce qui est arrivé, parce que non, j'en ai pas parlé. Il y a une notion de honte, de secret. Peut-être que c'est quelque chose qu'il aurait eu à me dire à ce moment-là, pour garder cet acte secret, je ne sais pas, mais je sais qu'à ce moment-là, il y avait un aspect de honte et de secret qui m'a amenée à développer une relation avec un ami intime. Je parlais avec un ami imaginaire.
avec lequel je parlais. Est-ce que tu pourrais dire à ce moment-là, est-ce que cette personne-là, il y a eu une seule fois ou ça a été quand même continuel avec cette personne-là? Ça s'est passé à 2 reprises avec cette même personne-là. OK. Ouais. Donc, comment s'est passé le déroulement à ce moment-là, l'adolescence et jusqu'à la jeune femme qu'on mentionnait tantôt? Oui, malgré tout, pour toi, c'était une jeunesse quand même heureuse au niveau familial. Tout à fait, oui. Mais est-ce que c'était une autre personnalité que tu te faisais à l'extérieur du noyau familial à ce moment-là? Peut-être qu'à ce moment-là, je n'avais pas nécessairement conscience de tout ce qui se passait. Mais avec un regard externe, quand je regarde cette plage de ma vie, dans mes carnets, dans mes bulletins scolaires, les professeurs disaient souvent que j'étais distraite. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, c'était plus que de la distraction, c'était de la dissociation. Donc, probablement que, parce qu'il y a des choses qui me sont arrivées tout au long de mon enfance joyeuse, que j'ai voulu tant d'années décrire comme étant joyeuse, il y a des moments très difficiles qui me sont arrivés, comme par exemple, pour moi, ça a été un choc, le divorce de mes parents. Et le divorce de tes parents? J'avais 15 ans. 15 ans. J'avais 15 ans. Donc, mes parents se séparent. C'était le rêve de la petite maison blanche, la petite clôture, le petit chien à côté, américain. Le petit rêve américain qui venait de partir. Et ça m'a poursuivi pendant des années, cette brisure à l'intérieur. Ouais. Mais là, au niveau des agressions, tu mentionnes que tu en as eu plusieurs autres. Oui. Quels étaient les... Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais quels étaient les motifs des agressions? Est-ce que c'était parce que tu étais une adolescente qui était plus frivole, qui donnait cette impression-là aux gens plus facile? Est-ce que c'était tout à fait le contraire, trop timide, puis il y en a qui ont pris cette position-là en disant être timide, à dire, tu sais, est-ce que... Quel genre d'enfance que tu avais? Est-ce qu'il y a un stéréotype de femmes qui fait qui ont plus d'une agression dans leur vie? Oui, écoute, c'est une question que je me suis posée moi-même. Puis, de façon catégorique, je peux te dire qu'il n'y a pas de stéréotype pour subir une agression. Une agression, c'est un acte de violence. Est-ce qu'on dirait qu'il y a des stéréotypes pour voler une maison? Est-ce qu'on y va selon la grosseur de la maison, selon ce que contient la maison ou du fait qu'il y a des systèmes d'alarme? En ce qui me concerne, par contre, ce que je comprends maintenant, c'est que j'avais une certaine vulnérabilité. Donc, les circonstances qui ont entouré l'agression, j'ai eu une agression, c'est une agression sexuelle, même s'il n'y a pas, dans la définition à l'heure actuelle, même s'il n'y a pas de contact physique, on parle d'une agression sexuelle. C'était par mon professeur au cégep, qui était un ami de la famille. Et il avait des conversations très, très déplacées avec moi. Si j'ai bien compris, tu mentionnes, oui, les agressions, mais tu mentionnes qu'il y a eu un viol aussi. Oui, effectivement. Donc ça, c'est comme, si je peux dire ça comme ça, là, c'est une étape de plus, là, c'est plus juste verbal. Tout à fait. Tout à fait. C'est un traumatisme. C'est un traumatisme. C'est carrément un traumatisme, un acte de violence qui vient vraiment brimer mon intégrité. Et ça s'est passé quand je suis partie de chez moi, à l'âge de 19 ans. 18 $ dans les poches. Je vais rejoindre mon frère qui est à Ottawa. Et puis, quelques mois après mon arrivée à Ottawa, il y a cette personne qui fréquentait ma coloc, donc je le voyais, donc je savais qu'il existait, je connaissais son nom et tout. Il y a eu un viol chez lui. Est-ce que... Bon, ça s'est passé chez lui, je ne connaissais pas la région, j'étais mal outillée dans la personne que j'étais pour... comment dirais-je, pour pouvoir m'exprimer comme j'aurais voulu m'exprimer à ce moment-là. Et ce qui s'est passé pendant cette agression qui était un viol, puis la différence, c'est au niveau de la pénétration qui s'est produite, c'est que
j'ai eu un moment encore une fois, j'ai eu un moment de sidération. La sidération, c'est quoi? C'est que j'ai figé. Et le fait d'avoir figé dans la peur, dans la crainte de ma vie ou de ce qui allait se produire, je me sentais tellement, tellement, tellement seule, tellement... j'allais crier à qui? J'allais... Dans un endroit? Dans un endroit qui était totalement inconnu, en pleine nuit. Et je m'en suis voulu. Je m'en suis voulu de ne pas m'être débattue, de ne pas avoir crié, parce que bon, un bon viol, là, une bonne définition avec des bons critères, ben, il faut que la femme se débatte, il faut que je donne des coups de poing, je graphine, etc. Quand il n'y a rien de tout ça, bien qu'il y ait utilisation de force, et utilisation de force parce que j'ai reçu des coups, il y a cette sidération-là qui me trahit d'une certaine façon. Après le viol, j'ai été voir, je me suis retrouvée à l'hôpital quelques mois plus tard pour une situation de santé qui m'était totalement inconnue. Je me suis retrouvée à l'urgence et le médecin qui m'a accueillie à ce moment-là m'a proposé de continuer les traitements dont j'avais besoin. Et avec ce médecin-là, il y a eu des rapports sexuels. Qui étaient non voulus? C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, la personne que j'étais, vulnérable et tout, est-ce qu'il y a à vouloir ou à ne pas vouloir avoir des rapports avec une personne qui était beaucoup plus âgée que moi, qui était mariée? La responsabilité revient en quelque part au médecin. Il y a un code déontologique qui fait en sorte qu'il y a une limite à ne pas dépasser. Et ça, cette situation m'a laissé, je te dirais, elle est venue appuyer le fait que je dois être une personne violable. Il doit y avoir quelque chose parce que mon image n'a fait que se désagréger. Et cette autorité, qui était du monde médical, du monde scientifique, est venue appuyer ça par les gestes qu'il a posés à mon égard. Le fait de ne pas avoir mis de limites. Peut-être me parler de ta première rencontre aussi, parce que je sais que dans ces eaux-là, environ, tu as rencontré une personne. Donc, malgré le divorce de tes parents, malgré les blessures que tu aurais eues pendant ta jeunesse, tu as rencontré une personne. Comment ça a été, qui était le père, en fait, de tes enfants? Comment ça a été, cette rencontre-là? Est-ce que ça a été difficile parce que tu devais avoir une méfiance ou tu as eu une confiance absolue en partant? J'étais pas nécessairement consciente que je n'avais pas nécessairement confiance. OK. Mais la première personne envers laquelle je n'avais pas confiance, c'était moi-même. Je n'avais pas confiance de ma capacité à maintenir une relation, bien que j'en voulais une. Et quand j'ai rencontré la personne qui est devenue le père de mes enfants, c'est sûr que je voulais que ça marche. Les débuts ont été, je te dirais, c'était houleux. Dès le départ, oui, c'était houleux. Il y avait une volonté de ma part de croire que tout irait bien, que c'était le prince charmant, parce que je cherchais en quelque part le prince charmant, la personne qui allait me sauver. Alors, on est mariés, on a 2 enfants. Le grand-père des enfants décède. Donc, mon ex-mari, en fait, il est décédé aujourd'hui, part dans son pays pour enterrer son père. Et il revient quelques temps plus tard. Il avait des choses administratives. Il avait un voyage planifié de 2 semaines. Donc, on s'était dit que, au lieu de courir 9 à 5, les garderies et tout, qu'il allait partir pendant 2 semaines avec les enfants. Ce qui est tout à fait légitime. Puis dis-moi, avant d'aller plus loin dans l'histoire, est-ce que ça allait bien? Tu sais, je veux dire, écoute, il est parti avec les enfants, j'imagine. Tu sais, c'est le père des enfants, il n'y a aucun problème. Puis
il n'y a rien qui pouvait laisser supposer à la suite de l'histoire. Okay. Non, pas à mon sens, pas avec la connaissance et l'expérience que j'avais. Je vivais encore sur un petit nuage par rapport à lui, en m'accrochant au bon moment, mais je vivais de la violence conjugale. OK. Je vivais de la violence conjugale, mais à ce moment-là, au moment de son départ, il n'y avait rien qui pouvait présumer. Je veux dire, il est parti avec comme toi et moi, on partirait pour un voyage de 2 semaines. Puis de toute façon, quand on parle de violence conjugale aussi, parce que bon, tu as quand même laissé partir les enfants avec, on sait que ces personnes-là, souvent, dans leur façon de parler, quand il s'est passé quelque chose, c'est comme des personnes un peu plus vulnérables, puis je dirais même souvent la gente féminine. Comme tu mentionnais, on veut tellement sauver, ça va bien, il est blessé, c'est correct, oui, je te pardonne. On parle souvent d'un syndrome de femme battue ou quoi que ce soit verbal ou physique. Hein? Exact. Et puis, je dirais qu'à ce moment-là, oui, probablement que tout va s'arranger un jour. Exact. Exact. Et puis là, le 2 semaines s'est écoulé. Le 2 semaines s'est écoulé. Le 2 semaines est devenu 1 mois. J'ai commencé vraiment à m'inquiéter après, je te dirais, m'inquiéter, parce que oui, il me manquait, les enfants me manquaient, c'est une chose, mais l'inquiétude, elle a commencé après 2 mois. Au bout de 9 mois, je te dirais, le 9e mois, c'était un mois de folie, c'est-à-dire j'étais déjà, j'étais plus là, dans ma tête. Lui ne t'appelait probablement plus. Il m'appelait plus. Puis là, tu n'avais pas de contact avec les enfants. J'avais pas de contact avec les enfants. Donc, 9 mois. Oui. Là, on sait qu'il se passe quelque chose, c'est pas normal. Exactement. Puis le cœur d'une maman, là, bat fort. Tout à fait. Fait qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, je veux dire, 9 mois sans nouvelles, puis là, c'est sûr que c'est 2 pays différents. Hein? C'est totalement... Pas comme, ah non, c'est une culture complètement différente. Rue, exactement. Le 9e mois, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pété les plombs, carrément. Déjà que ma santé était en train de se détériorer, j'avais perdu une 30aine de livres. J'ai appelé mon employeur le mercredi. Je lui ai dit que je partais, je n'avais pas encore pris mon billet d'avion. Je lui ai dit que je prends mon billet d'avion et que je ne sais pas quand est-ce que j'allais revenir. Et j'ai appelé ma famille la veille pour leur dire « je pars demain. Est-ce que quelqu'un peut m'amener à l'aéroport? » Et c'est comme ça que je suis partie, j'ai tout laissé derrière moi. Est-ce que tu avais quand même une idée de où il demeurait, où sa famille demeurait? Oui, j'avais été... heureusement. Oui, j'avais été, environ 1 an auparavant, j'avais été passer quelques jours, c'était au Cameroun. J'avais été quelques jours au Cameroun, mais bon, je veux dire, tu vas à Cuba, ça ne fait pas de toi une... non. Oui. Donc, écoute, je suis partie vraiment à l'aventure, mais aujourd'hui, je réalise que, waouh, t'es vraiment partie à l'aventure, la grande, là. Oui. Mais il y avait juste une chose, c'est vraiment mon cœur de mère qui criait. C'était vraiment difficile pour moi d'être séparée de mes enfants. Donc, me voici. On est en 92, j'arrive au Cameroun avec ma valise. Il n'y a personne à l'aéroport. J'arrive et puis, surprise de me voir. J'imagine. Surprise de me voir. Et les enfants n'étaient pas là à ce moment-là. Ils sont venus peut-être quelques heures plus tard. Et quand les enfants, c'est mon fils qui m'a reconnu, le plus vieux qui m'a reconnu. Ils avaient quel âge à ce moment-là, les enfants? Donc 5 ans et 3 ans. Wow. Donc il t'a reconnu? Il m'a reconnu. Et il m'a appelée Tata. Il ne m'a pas appelée maman. Parce que Tata, c'est plus tante? C'est plus tante, c'est plus ma tante. Ah oui? Ouais. Donc, il arrive le lendemain. Je le vois, je me souviens très bien, il avait des lunettes noires, très froid. J'essayais de comprendre ce qui se passait. Pourquoi est-ce que lui, il allait dormir chez son père, puis... Moi, je n'allais pas dormir. Pourquoi est-ce que les enfants... Il y avait une situation que je comprenais pas. Parce que toi, malgré tout, là, ce que tu me dis, c'est qu'après le 9 mois, tu revenais, dans le fond, tu allais au Cameroun pour aller chercher les enfants, mais tu croyais que la relation était pour continuer. Tu pensais que vous étiez encore ensemble, puis que... Oui. OK. Oui, tout à fait. Donc,
Est-ce que tu as découvert quelque chose là-bas qui fait Oui, j'ai découvert quelque chose. OK. Ouais, j'ai découvert une autre femme. OK. Ouais. Donc, j'ai découvert qu'il y avait une autre femme, qu'elle était très bien installée avec lui. C'est commun en Afrique qu'on appelle, par exemple, une femme de la maison, on va l'appeler maman. OK, c'est très commun. Donc, les enfants, c'est elle qu'ils appelaient maman. Oh, wow. Ouais. OK. Quand il a donc pris les documents des enfants, j'ai dit, OK, il y a quelque chose qui se passe. Et il m'a dit que tu les auras jamais, les enfants. Tu repars dans ton pays, tu ne les auras jamais. Donc, moi, j'ai grandi, en grandissant ici, je ne peux pas te cacher que j'ai souvent entendu « repars dans ton pays ». J'arrive au Cameroun, bon, c'est sûr que je ne suis pas camerounaise, repars dans ton pays. Mais c'est où mon pays? Ben voilà, c'est où mon pays? Est-ce que j'ai décidé de rester là? Le mot décision ne faisait pas partie de mon vocabulaire. Mes enfants sont là, je reste là. Point à la ligne. Fast forward, comme on dit, si on fait une avance rapide, je suis au Cameroun et je ne vois pas plus les enfants. Quand je les vois, c'est avec des pluies de coups, de menaces. Si on revient à ta jeunesse, ton adolescence, les abus, la violence, le fait qu'on t'enlève tes enfants, est-ce qu'il y a eu un temps où tu en as voulu à la vie? Oui. Mais c'était très intériorisé. OK. Probablement que si tu m'avais connue à cette époque-là, sans connaître mon histoire, tu aurais dit c'est la personne la plus joyeuse, sans problème. C'est ce que j'étais devant tout le monde. Mais ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que dans le travail où j'étais, il y avait quelqu'un qui venait entretenir le photocopieur. Très gentil monsieur. Et il a commencé à me parler de Jésus. Puis, à ce moment-là, quand il a commencé à me parler de Jésus, parce que c'était pas c'était une évangélisation, mais il me parlait de Jésus comme un ami. C'était pas une religion, c'était pas un concept, c'est carrément un ami. Et donc là, Oscar te parle de Jésus, oui. Ça crée quelque chose à l'intérieur de toi, mais sans plus. Sans plus. Je trouvais que c'était une bonne personne. Je trouvais que c'était... j'aimais le modèle d'homme qu'il était. OK. Donc, la confiance. Je dirais que le lien qui s'est créé, c'est un lien de confiance. Et la confiance, j'en avais pas beaucoup. Ni en moi, ni aux autres. Et lui, il a su créer un lien de confiance. Et plus tard, il a commencé à m'inviter à une réunion. En particulier, c'était une réunion d'évangélisation qui veut donner sa vie à Jésus, etc. Bon, moi, j'avais déjà Jésus, donc ça ne me touchait pas. Pour toi, tu allais déjà à l'Église catholique? J'allais déjà à l'Église catholique, donc c'était quelque chose c'était un sujet qui était rangé pour moi, mais, les personnes qui étaient là, qui n'avaient pas nécessairement la vie que j'avais, parce que j'avais, à l'époque où je travaillais pour des pétroliers, donc j'avais quand même un bon salaire. Ils avaient de la joie, qui semblait être de la vraie joie. Parce que comme je t'ai dit, si tu me voyais à l'époque, tu aurais dit, tiens, c'est une personne qui est joyeuse, qui est souriante, etc. Elle parle à tout le monde et tout le tralala. Mais ces personnes avaient l'air d'avoir quelque chose de vrai. Puis tu le voulais? Je ne savais pas encore que je le voulais, mais c'est venu après que je le voulais. Mais toujours est-il que c'est comme ça qu'un jour, dans une Xème réunion, à laquelle, cette fois-ci, on ne m'avait pas invitée, et c'est parce qu'on ne m'avait pas invitée que je suis allée. Comment ça se fait que vous ne m'avez pas invitée? Vous saviez qu'il y avait une réunion? Pourquoi est-ce que... Oui, mais tu es toujours occupée. Finalement, j'étais à cette réunion-là. Même si c'était à côté d'un marché, c'était très pauvre. Il y avait des rats qui couraient là. Pour te dire que c'était vraiment très pauvre, on est vraiment dans un quartier presque bidonville. Et la dame de la maison commence à chanter. On était dans une pièce quand même assez restreinte.
Et il y avait du monde. Il y avait du monde, il y avait du monde, il y avait du monde. Il y avait des enfants qui couraient partout. Cette femme commence à chanter a cappella. Et elle commence à chanter comme si elle racontait sa vie. Et me voici en train de pleurer, je pleurais, puis qui veut donner sa vie à Jésus? Puis moi, je pleurais, je voulais juste que quelqu'un vienne me dire pourquoi je suis en train de pleurer comme ça. Et il n'y a personne qui venait parce que les autres allaient vers ceux qui n'avaient soi-disant pas donné leur vie à Jésus. Donner leur vie à Jésus, oui. Alors, je me suis levée. Il y a comme un bouillonnement à l'intérieur, une chaleur à l'intérieur qui m'a pris. Il y avait quelque chose de vraiment physique. Et je réalise que c'était spirituel, ce qui m'arrivait. J'ai couru jusqu'à chez moi. Et j'ai pleuré toute la nuit. J'ai pleuré toute la nuit et j'ai crié. J'ai pas dit, j'ai pas prié. J'ai crié. Jésus, prends-moi. À ce moment-là. Et je te dirais, ça fait un peu cliché, ok? Mais ma vie a complètement changé à ce moment-là. Complètement, complètement changé. Une semaine plus tard, le 2 juin, je me faisais baptiser. Le soir de mon baptême, et moi je me suis fait baptiser dans un fleuve, ils avaient fait une grande réception parce que pour moi c'était ok, la fille qui vient du Canada, qui avait toute une histoire. Le soir, je suis chez moi, il y a une joie que j'ai à l'intérieur. Une joie, waouh! Je savais qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Je ne savais pas ce que c'était, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et je savais que je pouvais parler à Jésus. Jésus était mon ami maintenant. Il y avait cette réalisation quelque part. Le soir, là, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Ça, c'est le 2 juin. Le 2 juin, le jour de mon baptême. Quelqu'un frappe à la porte. J'ouvre la porte. Et la personne qui était derrière cette porte, que je voyais pour la première fois frapper chez moi, ou même demander si j'existais encore, c'était ma belle-mère. De la bouche de laquelle j'avais souvent entendu dire « Écoute, ce serait mieux que tu rentres au Canada. » Okay? Les enfants au Cameroun, à cette époque-là, et peut-être encore aujourd'hui, appartiennent au père. On parle de société patriarcale. Donc, il n'y a aucun juge qui allait me donner les enfants. Puis elle m'a dit, j'ai cherché ton adresse, elle essaie de s'expliquer, elle essaie de se justifier. J'ai dit, tu ne peux pas t'imaginer. Tu ne peux pas t'imaginer ce que ça représente que tu viennes chez moi. Et elle est venue dormir chez moi parce que j'habitais, entre-temps, j'avais déménagé. Donc, j'habitais loin de chez elle. Elle est venue dormir chez moi, je me suis occupée d'elle, elle a pris mon lit, etc. Super bien traitée. Et la raison pour laquelle je te raconte cette histoire, c'est que quand on s'est quittés, moi j'avais commencé à prier le matin. J'ai commencé à prier très très rapidement, à lire ma Bible très... j'étais dans un ministère où la Bible, il fallait la lire, il fallait prier, etc. Donc je prenais ça très très au sérieux. Pour entendre Dieu me parler, il fallait que je lise la Bible. Oui. Donc c'était comme ça que je comprenais la chose. Et elle m'avait dit, ce que je t'ai vu faire, j'aimerais faire la même chose aussi. Wow. Alors j'ai fait une prière avec elle. J'ai fait une prière de repentance avec elle, ce jour-là. On est 3 semaines plus tard. Mon emploi m'envoie justement dans la capitale pour un événement. Donc, je devais passer une semaine là-bas. Et j'en ai profité pour aller saluer à la fin de ma semaine. J'en ai profité pour aller saluer celle qui était ma belle-mère à l'époque. Parce que je n'étais pas divorcée. Le divorce ne s'obtenait pas aussi facilement à ce moment-là. Donc, je vais chez elle, je lui dis, voilà, je repars le lendemain pour comment ça va, etc., pour prendre de ses nouvelles. Elle me dit, passe. Elle me dit, passe demain. Les enfants seront là. Alors, j'étais tellement contente parce que ça faisait X mois que je ne les avais pas vus. Wow. J'ai dit, waouh, je pourrais les voir, je pourrais passer du temps avec eux. Elle dit non. Passe demain, je te donnerai les enfants. Ça fait 5 ans que je suis au Cameroun. 5 ans? Oui. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par tu me donneras les enfants? Tu rentres avec eux.
tu rentres avec eux, tu repars avec eux. Tu sais, quand ton esprit bloque ton intelligence ou tu ne peux pas comprendre ce qui est en train de se passer, il n'y a aucun raisonnement. Il n'y a aucun raisonnement. Le lendemain, elle avait les enfants. Ils avaient un petit sac. Quand je te dis un sac, comme un sac d'épicerie, là, je me souviens plus ce qu'ils avaient dedans. À peine, je veux dire, une culotte ou, je sais pas, une brosse à dents, etc. Et c'est comme ça que je suis repartie avec les enfants. Est-ce que tu es repartie le lendemain? Ben, j'imagine que je suis repartie le lendemain avec la crainte, avec la peur au ventre. Je regardais si elle n'avait pas changé d'idée ou bien si leur père n'était pas à leur trousse. Et c'est comme ça que j'ai pu récupérer les enfants. Donc, mes enfants, c'est Dieu qui me les a redonnés. C'est Dieu qui me les a redonnés. Comment s'est passée ta suite? Parce qu'après ça, on peut juste croire que tout va aller pour le mieux, tout est rentré dans l'ordre, tout est wow! Tu sais, c'est une nouvelle vie. Quand on parle de conversion, j'ai eu une conversion 180. OK. 180. Donc, il y avait... Là, ta famille ne t'avait pas connue comme ça? Ma famille ne m'avait pas connue comme ça. J'avais peut-être aussi un brin de religiosité où j'évangélisais, je veux dire, avec la Bible en tapant un peu sur la tête. Mais toujours est-il que ma foi n'a fait que grandir. Ma foi, ma relation avec le Seigneur n'a fait que grandir. Tu es une femme, comme on a dit tantôt, qui aime aimer et être aimée. Oui. On a-tu droit à une belle histoire? Une belle histoire d'amour? Une très belle histoire d'amour, oui, en effet. Quelques années plus tard, en fait, le jour de mon 40e anniversaire, j'ai dit au Seigneur, OK, là, ça fait plusieurs années que je suis célibataire, je suis disposée. J'avais déjà essayé de, justement... J'avais réglé des choses. J'avais réglé des choses. Comment on appelle ça, les valises, les luggage, les bagages. J'avais réglé pas mal de choses. En fait, j'avais réglé tout ce que je savais que je pouvais régler à ce moment-là, consciemment, en lisant des livres, en faisant toutes sortes de trucs, en priant, en demandant pardon. J'avais fait quelques rencontres non concluantes. Je me suis même dit, à quoi ça sert? Est-ce qu'il est vraiment écrit que ça doit être un chrétien que je dois fréquenter là? Tu sais, toutes les équations sont là sur la table. Et finalement, le 17 avril, le jour de mon anniversaire, en 2005, je fais cette prière. J'ai dit, OK, Seigneur, c'est assez, là. C'est cette année que ça se passe. Cette année, tu me permets de le rencontrer. J'avais fait déjà toute ma liste. OK, avec mes critères, tout était propre, tout était clean, tout était à leur place. J'expliquais à Dieu ce que je voulais. Puis je dis, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et en avril, en septembre, il y a un monsieur qui commence à me regarder de façon différente à l'église. À l'église? Oui. OK. Ouais. Et ce monsieur a commencé à... Et imagine-toi que j'avais toujours eu une cellule chez moi. Et cette année-là, au mois de septembre, toutes les personnes avaient une excuse. Non, regarde, je ne pourrais pas venir à la cellule cette année. Non, 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 non. Il y avait toujours quelque chose. Donc, j'appelle à l'église. Est-ce qu'il y a une cellule? On me dit oui. Tiens, voilà des numéros de téléphone. On me donne un numéro de téléphone. J'appelle. Bonjour, mon nom est Muriel. Il y a une cellule chez toi. Est-ce que je peux venir? Et c'est ce monsieur qui me regardait avec des yeux. C'était une cellule chez lui? Une cellule chez lui. Une cellule de l'église chez lui. D'accord. Et je vais faire une histoire très courte parce que je pourrais la rallonger dans tous les sens. Mais toujours est-il qu'il m'invite à aller prendre un café. Alors, moi, je panique. J'appelle mon pasteur. Je demande à mon pasteur si... Je lui dis exactement comme ça. Je lui dis, quand un blanc t'invite à prendre un café, est-ce que c'est un café qui veut dire ou est-ce que c'est le café, le muffin, les pancakes, le sirop, les gaufres et tout? Et il me répond exactement comme ça. Quand un blanc, on est au téléphone, quand un blanc t'invite à prendre un café. En fait, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit noir, s'il t'invite à prendre un café, c'est qu'il est intéressé aux gaufres, aux œufs, au bacon
Il est intéressant d'en savoir un peu plus. Exactement, c'était pas juste... ben, c'est ça. OK, mais là, c'est juste parce que ça me fait rire, mais est-ce que Camerounais ou une autre personne, c'est différent? Oui. Oui? OK. Oui. Okay. Je te dirais que la junte masculine des Antilles ou d'Afrique, quand tu vite à prendre un café, c'est vraiment le gros brunch. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne vont pas t'inviter ou ils vont pas... ils veulent en savoir beaucoup plus. OK. OK? Donc, c'est pas juste... Tandis que le blanc, ben, il veut apprendre à te connaître pour voir s'il en veut plus. Exactement. Okay. Voilà. Bon. Alors, moi, je n'avais pas cette culture du café, aller prendre un café. Bon. Okay. On fait quoi après le café? D'ailleurs, je ne prends pas de café, je prends... Donc, c'était compliqué pour moi. Donc, j'ai été demander de la clarification à mon pasteur. Et quand j'ai été... quand il m'a... Finalement, bon, j'avais dit non, oui, non, etc. OK. Finalement, mon pasteur m'a dit, écoute, vas-y. Puis tu lui diras que tu veux juste prendre le café. C'est comme ça qu'il m'avait répondu. Alors, c'est comme ça qu'on se rend au restaurant et que juste avant de commander, je lui demande qu'est-ce qui fait en sorte qu'il m'invite. Et il m'a dit, écoute, tu es une personne, j'ai déjà mentionné mon intérêt pour toi au pasteur et tu es une personne que j'aimerais épouser. Wow! Comme ça? Comme ça. Wow! Alors, je lui ai dit non. Il m'a dit, écoute, on est en train de passer une bonne soirée. Moi, tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Donc, on peut dire que le blanc, hein, parce que tu disais qu'est-ce que ça veut faire un blanc quand il veut prendre... Il savait où il s'en allait. Il savait, il avait son plan. Il avait son plan, exactement. Ouais. Et puis, Dieu avait son plan aussi dans tout ça. Oui. Parce que là, ça répondait à ta question. Il est chrétien. Il va à l'église, il aime Dieu. Est-ce que Dieu veut vraiment qu'on soit avec des gens chrétiens qui nous emmènent vers un même but, avec qui c'est beaucoup plus facile? À toutes ces réponses, on peut répondre aussi. Oui, tout à fait. La façon qu'on a pris contact, parce qu'il resterait juste une petite chose pour tout ce qui a été dit dans les débuts de ton enfance. Et puis, ce qui t'a emmené, dans le fond, à être la personne que tu es aujourd'hui. Hein, on en parlait, hein, avec une force, une détermination. Et puis, on a repris contact simplement parce que tu m'as fait parvenir quelque chose qui, au début, j'avais un point d'interrogation. Hein, je me disais, pourquoi est-ce qu'elle m'envoie ça? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'elle veut me parler d'une personne qu'elle connaît? Puis quand je t'ai écrit, tu m'as seulement mentionné, bien, cette personne, c'est moi. Parce que moi, en fait, je connais Muriel, oui, via l'Église, mais en même temps, parce que j'avais entendu parler de toi aussi à Rimouski. D'ailleurs, tu suis des personnes de Rimouski. Et puis, comme coach, hein, parce que je faisais la petite intro tantôt en mentionnant aux gens que Jésus est devenu ton coach de vie. Tout à fait. Et je pense que tu avais le meilleur modèle pour devenir également une coach de vie. Donc, je crois qu'on t'appelle aussi coach Mew. Oui. Donc, tu es une coach de vie parce qu'avec tout ton vécu, bien, Dieu prend ton vécu et fait en sorte que tu peux le redonner puis que tu peux aider les gens qui vivent les mêmes situations ou des situations similaires. Exact. Ce que tu me fais parvenir à ce moment-là, c'est une personne qui a réussi à dire « Voici telle personne a abusé de moi sexuellement et je dénonce. » Et ça, c'était par l'entremise de... MeToo. MeToo. Moi aussi. M-E-T-O-O, MeToo. Donc, c'est là que tu as dit, ben moi aussi, MeToo, je dois en parler. Et puis, pour dire qu'il n'est jamais trop tard. Non. Hein? Parce qu'un des abus, dont médical, que tu avais subi, tu as décidé d'en parler. Et puis, c'est là qu'on a entendu un peu plus parler dans les journaux. Pour ça, il fallait que tu aies la force de Dieu, il fallait que Dieu te restaure au complet, t'aide à pardonner aussi à tout ce qui s'était passé. Est-ce que tu y es arrivé? Au niveau du pardon, je te dirais que oui, sachant que le pardon est un processus et sachant que j'avais déjà pardonné très longtemps avant. La chose que je n'avais pas pardonnée, qui est pour moi primordiale, que je comprends maintenant qui est primordiale, la personne que je n'avais pas pardonnée, c'est moi-même.
C'est plus difficile, hein, ça a été très douloureux de me pardonner. Parce qu'il a fallu que je revoie cette jeune fille fragile, vulnérable, isolée. J'essayais d'une certaine façon lui poser des questions. Je posais des questions à mon passé pour lesquelles je n'ai pas nécessairement toutes les réponses. Mais il a fallu que j'accueille cette jeune fille. Il a fallu que je l'accueille, que je la tienne dans mes bras avec l'amour de Jésus pour lui dire tout va bien maintenant. Tout va bien maintenant. Ouais. Et puis, comme je t'avais mentionné, je demande toujours aux gens qui viennent à Au-delà des mots, quel est ton verset préféré? On parlait tantôt un verset de vie. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire ton verset, celui que tu affectionnes particulièrement? Oui, je te dirais que mon verset de vie, mon verset, je te disais tout à l'heure d'ailleurs que c'était un antidépresseur, une vitamine C, c'est mon verset de tout temps. C'est Philippiens 4:8 et ça dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Wow. Et ça, c'était le verset qui m'a tenue à travers mon divorce, le seul d'ailleurs, à travers mon divorce, à travers les situations, les tribulations de ma vie, à travers le processus de porter plainte, parce que je n'ai pas porté plainte pour une seule agression, j'ai porté plainte pour 5 agressions. J'ai voulu tout régler, puis je me disais qu'il n'y a pas une cause qui allait être plus entendue que l'autre, mais toujours est-il que c'est une question de principe. Et ce verset encore m'a permis de... Ça m'a toujours permis de faire un scan au niveau de mes pensées, au niveau de mon cœur. Tu es en train de penser telle chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que le Seigneur penserait ces pensées-là? Est-ce que ça t'amène en quelque part? Est-ce que c'est valorisant pour toi? Est-ce que c'est valorisant pour l'autre? Où est-ce que tu t'en vas avec ce genre de pensée? Est-ce que ça t'encourage? Est-ce que ça te fait devenir à l'image de Christ? Est-ce qu'il y a un renouvellement de l'intelligence? C'est un autre verset que j'aime beaucoup, Romains 12:2. Donc oui, ouais, c'est mon verset préféré. Écoute, merci de t'être ouverte à nous, aux auditeurs qui nous écoutent. Et puis assurément, comme je mentionnais au début et que j'ai redit tantôt, tu es une femme pleine d'histoires. Ouais. C'est ce qui t'a forgé, c'est ce qui t'a rendu qui tu es. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es outillée pour t'aider toi-même, mais être capable finalement d'aider les autres autour de toi. Exact. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Nancy.